2024 aura vu une prise de conscience des besoins de production d'électricité décarbonée de façon pilotable, c'est-à-dire de disposer d'électricité décarbonée quand on en a besoin, puisque tout système électrique a besoin qu'à chaque instant, la production soit strictement égale à la demande, à la consommation. Et donc dans le monde, on a vu s'ouvrir des tas de chantiers, des tas de projets, de nouveaux réacteurs. C'est plus de 50 réacteurs, 52 je crois, qui sont en construction dans le monde. Et la relance est désormais non seulement lancée, mais beaucoup plus puissante que ce qui avait été imaginé. L'AIEA a insisté récemment sur cette relance et elle incite nous autres Français à ne pas tergiverser, à ne pas continuer à remettre des décisions, à hésiter sur telle ou telle initiative de financement ou de modification législative ou réglementaire, de manière à ce que la relance de la filière nucléaire française ne soit pas seulement dans les mots, dans les projets, mais dans le concret. Nous sommes, du côté de l'Europe, dans une phase où l'antinucléarisme est toujours présent à Bruxelles, est toujours présent en Allemagne. Et l'Allemagne a une influence considérable sur l'Union européenne, sur la Commission, dont la présidente est allemande. Et la Commission a également plusieurs commissaires qui sont ouvertement antinucléaires, même s'ils s'en sont un peu défendus pour se faire ratifier par le Parlement, ils ont un positionnement clairement antinucléaire. Donc, ce qui a été fait par la France, notamment par Agnès Pannier-Runacher, quand elle était en charge de l'énergie, ce qu'elle a fait à Bruxelles, en créant, en développant, en animant l'alliance des États membres pour le nucléaire, est très important. Et il importe de continuer à faire vivre cette alliance pour le nucléaire. Nous en avons le plus grand besoin, car il y a dans les services de la Commission, il y a des commissaires au sein de la Commission, il y a une présidente qui ne sont pas vraiment acquis à la relance du nucléaire. Il y a encore des gens qui sont sur la ligne du 100% renouvelable, dont on sait qu'il ne peut pas répondre aux besoins. Donc au niveau européen, il faut se mobiliser les États qui, comme nous, pensent que le nucléaire est la solution pour avancer dans le financement, de manière à ce que toutes les énergies soient traitées de la même façon. L'Europe fait énormément pour l'éolien, pour le solaire, mais il n'y a aucune raison, bien au contraire, qu'elle ne fasse pas autant dans les financements, notamment pour le nucléaire, puisque non seulement le nucléaire est une énergie décarbonée, mais en plus, c'est une énergie qui produit l'électricité de façon pilotable, ce qui s'avère aujourd'hui, chaque jour, plus impérieusement nécessaire. Car au fur et à mesure qu'augmente en Europe et en France aussi, on y reviendra tout à l'heure, la part de l'électricité produite par des éoliennes ou par des panneaux photovoltaïques, il y a une intermittence qui pose des problèmes. Alors, elle est quotidienne, cette intermittence, pour ce qui est du solaire, puisque quand il y a du solaire, la production d'électricité est maximale, et elle monte très vite, comme elle va s'arrêter très vite, ce qui pose des problèmes majeurs de stabilité pour le réseau français notamment, les réseaux européens, et de la même façon, lorsque nous sommes dans une période anticyclonique, il n'y a pas de vent. Et on le voit, on l'a vu en ce début d'année 2025, avec une longue période anticyclonique, où les effets en Grande-Bretagne et en Allemagne ont été très, très conséquents, avec des menaces de blackout, et puis également des prix qui ont atteint des sommets en Allemagne, ce qui est évidemment délétère pour l'économie et pour l'industrie. Donc l'Europe, gros travail à faire. En France maintenant, le discours est désormais majoritairement favorable au nucléaire et l'opinion publique est également de plus en plus convaincue de la nécessité du nucléaire. Mais nous ne sommes pas encore dans la phase vraiment concrète de relance de la filière. Il y a les 6 réacteurs qui ont été annoncés par le président de la République en 2022 dans le discours de Belfort.
ou dont le financement n'est toujours pas arrêté, et il faut absolument avancer de manière à ce que il y ait une base solide qui épaule, qui adosse ce projet sérieusement. Il y a également une réglementation, des législations qui restent extrêmement lourdes pour la réalisation des chantiers, ce qui les allonge et donc renchérit le coût de réalisation des réacteurs et par conséquent de l'électricité produite. Et puis il y a un deuxième problème, c'est que le président de la République en 2022 avait annoncé 3 paires de PR2 et puis éventuellement 4 autres paires, 8 autres réacteurs. Bon, il faut que cette question soit tranchée, et tranchée positivement, parce qu'ils sont absolument indispensables si on veut, à l'échéance 2040-2050, disposer de suffisamment d'électricité pilotable pour faire face à une demande en électricité décarbonée qui va nécessairement augmenter, même si momentanément, actuellement, il y a une baisse de la consommation. Donc on voit qu'en Europe, il y a beaucoup de choses à faire encore, mais c'est également aussi le cas en France. Et c'est pour ça que PNC se déploie autant que nous le pouvons avec nos moyens pour faire passer ce message. Pour l'actualité, c'est-à-dire l'année qui est devant nous, qui commence cette année 2025, je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin que le simple discours, les simples annonces, les simples intentions. Il faut du concret. Il y a eu une loi d'accélération de développement du nucléaire. Nous pensons que les procédures restent encore beaucoup trop compliquées, beaucoup trop lourdes. Il y a encore beaucoup trop de complexification, que nos règles, notamment dans les mécanismes qui régissent la sûreté nucléaire, ne doivent pas être revues pour ce qui est, bien entendu, de leur priorité absolue sur la sûreté, mais il faut quand même évaluer la durée de l'examen par les autorités de sûreté pour faire avancer les chantiers, la nécessité d'avoir un cap et de ne pas changer en cours de chantier. Donc il y a un travail, là encore, qui doit s'inspirer de ce qui se fait dans les autres pays qui ont des filières nucléaires importantes et qui ont des délais d'instruction des dossiers et finalement de construction de leurs installations nucléaires de base qui sont beaucoup plus courts qu'en France. Et donc ça, c'est un débat que nous voulons ouvrir, nous voulons nourrir, simplifier, alléger, accélérer, se rapprocher des délais de construction qui sont ceux que l'on voit dans d'autres pays ou avec des opérateurs d'autres pays qui développent à l'export la construction de réacteurs. Ça, c'est un objectif extrêmement important. Et nous devons également continuer sans cesse de parler, d'échanger, d'argumenter, de débattre avec les autorités gouvernementales, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, mais aussi les parlementaires, le pouvoir législatif, les institutions qui, comme RTE, comme la CRE, qui ont leur mot à dire. On ne peut pas négliger la place importante qui est la leur, mais également attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que depuis que dans les années 2000, EDF a été privatisé et surtout scindé en 3 entités, alors qu'EDF décidait des investissements à engager et du moment où il fallait les engager pour couvrir les besoins à 10, 20, 30 ans, eh bien on a l'impression que malgré les PPE, malgré les législations dites sur l'énergie et le bas carbone, on n'est pas vraiment dans la même rationalité, la même solidité que ce qui se faisait à cette époque. Ça peut se corriger, ça doit se corriger, c'est aussi un de nos thèmes d'échange, de débat et de communication. Je voudrais revenir sur le sentiment qui est le nôtre, c'est que nous n'avançons pas suffisamment vite. Le monde n'attendra pas l'Europe et le monde n'attendra pas la France. L'Europe et la France se sont fixés des objectifs de décarbonation qui sont les plus audacieux du monde. Probablement ces objectifs ont été fixés de façon un peu hâtive et surtout
sans étude d'impact suffisante et sans avoir vraiment analysé comment techniquement on pouvait atteindre ces objectifs sans rentrer dans la décroissance. Je crois que c'est cela le chapeau de notre action. Et toutes les démarches aboutissent certes à des économies d'énergie, certes à développer des sources d'énergie décarbonées intermittentes, mais, et cela, ça n'est pas assez débattu, jusqu'à un niveau dans la part du mix électrique global qui soit compatible avec la stabilité des réseaux. Alors on aura beau faire des progrès dans le stockage, il y a beaucoup de marge là, travailler sur la flexibilité, il y a encore de la marge, mais tout cela est très cher. On ne pourra pas se passer, en particulier, de l'atout formidable pour la France qu'est le nucléaire. Et c'est vraiment le cœur de notre action. Et nous voulons insister sur le fait que ce qui se dessine actuellement avec la programmation pluriannuelle de l'énergie, 3e édition, ne répond pas vraiment à ces priorités. En tout cas, ne garantit pas qu'on pourra faire face à ces priorités, parce que on n'est pas assez attentif à la part d'énergie décarbonée pilotable qui doit demeurer et pouvoir se développer dans le mix électrique français à l'avenir. Il faut également se garder de ce qui est en train d'apparaître, c'est-à-dire les conséquences du développement de champs photovoltaïques ou éoliens extrêmement importantes, puissance installée très très importante, qui font varier de façon brutale l'électricité disponible sur le réseau et qui obligent à arrêter certaines sources. Et le nucléaire n'a pas vocation à faire ce qu'on appelle du suivi de charge, c'est-à-dire s'adapter, monter ou descendre. Ça ne peut pas être le complément d'énergie intermittente dont la pérennité, la solidité, la permanence est accessoire. Il faut qu'on ait une base qui soit solide, qui soit rentable. Et si on fait trop souvent réduire la production de notre parc nucléaire, comme dans le coût de production d'électricité d'origine nucléaire, ce qui compte, c'est l'amortissement d'investissements très lourds consentis pour construire les installations nucléaires de base, les réacteurs. Eh bien entendu, si on les fait tourner moins, eh bien, on va renchérir le prix de l'électricité produite. Car dans le nucléaire, le prix du combustible est inférieur à 10% dans le coût de l'électricité produite. Donc, le nucléaire doit rester dans un pays comme la France, qui a su dégager cet atout historique pour notre pays, qui fait que de tous les pays industrialisés, nous sommes celui qui a de loin le meilleur, le taux le plus réduit de production de gaz à effet de serre par habitant. C'est un atout que nous n'avons pas assez défendu, dont nous ne parlons pas assez, et que nous devons maintenant mettre en avant pour défendre la relance puissante de notre filière nucléaire. Alors il y a un sujet dont on parle beaucoup et qui est très important, lui aussi, à côté des réacteurs de puissance, qui sont ceux que l'on connaît, en particulier ceux du parc de production d'électricité français. Et il y a ce qu'on appelle les petits réacteurs, les SMR et puis les AMR, qui sont des réacteurs de puissance très inférieure ou nettement inférieure aux gros réacteurs, et qui utilisent dans les projets, parce que c'est toujours à l'état de projet que sont ces petits réacteurs, des technologies assez différentes, soit des réacteurs à eau pressurisée, soit des réacteurs à neutrons rapides. Donc il y a une grande variété de technologies qui sont développées. Mais ils sont encore, pour l'essentiel, à l'état de projet. Et que ce soit un petit ou un gros réacteur, la mise au point, l'homologation par l'autorité de sûreté, c'est tout aussi long. Donc c'est pas demain qu'ils vont être disponibles. La France travaille sur un de ces projets qui s'appelle NUARD et au mieux, ce ne sera pas disponible avant la prochaine décennie. Mais il y a dans le monde beaucoup d'autres technologies. Et il y a aussi des projets en France qui ont fait l'objet de concours, qui ont été
récemment évalués. Il aurait mieux valu d'ailleurs qu'ils fussent évalués plus tôt, mais en tout cas ils ont été évalués dans leur qualité, et il y aura certainement des avancées. Néanmoins, pour le système électrique des grands pays comme la France, ce sont des réacteurs de puissance, des réacteurs très puissants, tels qu'on les connaît, qui répondent à la demande. Les petits réacteurs seront particulièrement intéressants dans l'industrie pour produire de la chaleur, mais aussi dans des territoires insulaires, pour remplacer aussi des centrales thermiques qui permettaient et qui sont toujours nécessaires pour répondre à des besoins qui varient d'un moment à l'autre. Donc c'est une voie importante. Ça n'est pas la priorité des priorités en France. La priorité des priorités, c'est de relancer notre filière pour construire à nouveau des réacteurs de puissance, c'est-à-dire actuellement des EPR2. La spécificité de la production électrique française s'explique par l'histoire et également par nos richesses naturelles. Jusque dans les années 70, la France importait la quasi-totalité de son énergie, qui était d'origine fossile, charbon, pétrole et gaz. Elle n'avait que l'hydroélectricité qui avait été développée, ce qui est un atout formidable en France et qu'il faut encore développer, bien entendu, une fois qu'on aura résolu le différend qui existe et qui est très regrettable avec l'Union européenne sur l'avenir des barrages français. Et donc, en 73, il y a eu le premier choc pétrolier. Et le gouvernement français, voyant le prix du baril de pétrole qui était multiplié par 10, a décidé, c'était visionnaire, de développer ce qui s'appelle, du nom du Premier ministre de l'époque, le plan Messmer, qui va doter la France de 58 réacteurs nucléaires en à peine une vingtaine d'années. C'est une performance industrielle incroyable et qui a fait que la France a été et est encore, probablement pour pas bien longtemps, parce que nous allons être doublés par la Chine, le pays qui a le deuxième parc nucléaire national après les États-Unis et surtout une électricité qui est la plus décarbonée pratiquement de tous les pays industrialisés au monde, à part quelques pays qui ont des ressources hydroélectriques considérables, notamment en Europe du Nord. Donc l'histoire nucléaire française, c'est une histoire qui a fait notre fierté et malheureusement nous avons laissé s'essouffler, peut-être même un peu plus que s'essouffler, depuis 20 à 25 ans, qu'on n'a pas reconstruit, en dehors de l'EPR de Flamanville, dont on peut parler si vous voulez, on n'a pas reconstruit de réacteurs depuis 25 ans. Donc les savoir-faire se sont atténués. Heureusement, EDF a construit à l'étranger des réacteurs, ce qui a maintenu du savoir-faire, mais on a perdu du savoir-faire industriel dans la sous-traitance, des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers spécialisés hautement qualifiés. Tout ça, c'est désolant, mais c'est là. Mais c'est pas parce que c'est désolant qu'il faut pas tout faire pour relancer ce qui a été notre fierté et qu'il n'aurait absolument pas fallu méconnaître et affaiblir comme cela a été. Enfin, c'est derrière. Espérons que ceux qui ont fait ces erreurs ne les recommettront pas s'ils reviennent en position de les commettre à nouveau, parce que seul doit compter à la fois l'intérêt national et l'avenir environnemental auquel chacun d'entre nous est très attaché.